Bonsoir à tous, bienvenue au Café Numérique de Liège. Je m'appelle Jérémy. Vous êtes ici au Café Numérique de Liège qui a une mission. En fait, la mission de promouvoir les nouvelles technologies, l'innovation au plus grand nombre. C'est une mission qu'on porte à Liège depuis 2010. On est en 2023, donc ça va faire 13 ans si je ne m'abuse. 13 ans qu'on fait des cafés numériques, ça fait un an qu'on les fait maintenant, quasiment un an qu'on les fait maintenant à la Grand Poste ici. Avant ça, on était plutôt itinérants. À chaque fois, le but c'était de vous faire aussi découvrir un nouveau lieu de Liège. Aujourd'hui, on a à chaque fois envie de vous refaire découvrir la Grand Poste. C'est plus facile pour nous, vous avez un lieu de rendez-vous qui revient, donc c'est plus facile aussi pour vous, j'ai l'impression. On a vraiment une proposition de valeur qui se veut être entre le bar et la conférence. Donc derrière cette idée, il y a l'idée de on est ici pour apprendre. Vous venez assister à une conférence ou vous venez écouter des gens qui ont des choses à dire. Et vous venez ici aussi pour le réseautage, d'où l'idée de bar. Et nous, on se situe entre les deux puisqu'on fait les deux. Donc, in fine, vous êtes ici pour passer un bon moment, apprendre des choses et rencontrer des gens. En parlant de rencontres, je vous propose de découvrir 5-6 personnes, l'équipe du Café Numérique de Liège. Vous avez sans doute croisé Sébastien, qui est juste là-bas à l'entrée, qui est en train de... Bon appétit Seb. Seb, qui est donc la troisième personne ici, qui travaille pour iMac iStart. Nous avons aussi Mélissa Dientete qui est tout à gauche, qui n'est pas encore arrivée, elle devra arriver d'une minute à l'autre. Sam qui est là dans le fond. Tous les deux, ils sont dans le marketing et la communication. Et également Florine et Marine qui sont ici devant, de chez Deuze. Et moi-même qui suis aussi dans le marketing et la communication avec Marketing Makers. Et on est de plus en plus sollicité pour de la visibilité. On a des sponsors cette année, notamment Startit at CBC. Donc, vous avez un projet de start-up. Vous pouvez candidater pour Startit at CBC. Ils sont ici. Et voilà. Et là, et Aurélien, justement, il est là, Aurélien. Il est même au téléphone, il assiste ici au Café Numérique en même temps. Donc, vous pouvez aller trouver Aurélien si vous avez une question par rapport à ce programme-là. Le but, c'est qu'il vous accompagne avec une armée de coachs. Quand je vous dis une armée de coachs, c'est 150 coachs. Donc, il y a forcément au moins une personne qui est capable de vous aider dans le tas, si pas deux. Donc, Startit at CBC, voilà. Si vous voulez apply, je pense qu'ils vont ouvrir des candidatures fin janvier, début février. Donc, restez à l'affût, allez les suivre sur les réseaux. Merci aussi à Malte. Malte, c'est une plateforme qui met en relation les freelances et les sociétés qui cherchent des freelances, et donc des freelances en tout genre. Ça va du marketing à la communication, passant par le codage et le design et autres. Donc, si vous êtes freelance, allez sur Malte. Et si vous cherchez des freelances, allez sur Malte aussi. C'est vraiment une plateforme super pratique et avec une super expérience. Ils cartonnent en France et on est content de les avoir comme sponsors. Et enfin, nous avons également Deuze, je l'ai dit, elles sont également représentées dans l'équipe du Café Numérique. Donc Flo et Marine que je vous ai présenté tout à l'heure. Deuze qui fait du développement d'applications web et mobile. Ils sont à 400 mètres d'ici, donc n'hésitez pas à les solliciter si jamais vous avez un projet. Donc merci à nos sponsors, merci à la Grand Poste de nous recevoir ici, merci à Wildeye d'enregistrer tous les cafés numériques et de les retransmettre sur YouTube. Donc si vous avez un projet de vidéo d'entreprise, n'hésitez pas à aller solliciter Wildeye, allez sur leur site ou demandez-nous le contact de Wildeye, on vous le transmettra avec grand plaisir. Et alors dernière chose, on vous offre 15 € de réduction si vous souhaitez participer au Comvision, on doit dire je pense à Comvision, le plus grand salon de la communication à Liège. Ça se passe au Palais des Congrès et c'est début décembre. Je pense que je n'ai pas noté la date, mais si vous utilisez le QR code, vous allez pouvoir avoir les infos pratiques et vous inscrire avec ce bon de réduction, c'est CN-15. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci à nos sponsors. Et si vous voulez sponsoriser le Café Numérique, sachez que c'est possible. Et c'est pas aussi cher que vous le pensez. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super café numérique et peut-être que
on peut déjà accueillir notre prochain orateur. On va faire le switch. Pendant qu'on fait le switch, eh bien, vous pouvez tout simplement accueillir Thierry, qui est juste là. Voilà Thierry. Voilà, super. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le Café Numérique pour l'accueil de ce soir et aussi la société Deus, puisque si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Deus, qui est un de nos partenaires. Donc la société Up13 que je représente, c'est une société qui a 18 ans aujourd'hui, qui est active dans le domaine de la traçabilité. Et donc la traçabilité et Industrie 4.0, je dirais que ça va de pair. Parce que dit traçabilité, dit automatisation dans beaucoup d'entreprises de production. Donc forcément, il y a une nécessité de digitalisation. Alors, juste un slide sur nos métiers, que vous compreniez un petit peu notre activité. Donc, on est spécialisé d'une part dans tout ce qui est marquage et étiquetage industriel. Donc, on va tracer les marchandises, les matières dans les entreprises de production. Ensuite, on va gérer toutes ces gestions d'étiquetage, puisqu'il faut savoir que dans l'industrie, dans certains secteurs comme l'agroalimentaire, l'étiquetage est vraiment très, très important. Et on n'a pas droit à l'erreur. Et ensuite, nous mettons en place des solutions de digitalisation pour les suivis de production et les gestions d'entrepôt, donc ce qu'on appelle du WMS ou du MES pour Manufacturing Execution System. Et donc, ces solutions vont échanger avec ce qu'on appelle les ERP qui sont déjà en place dans les entreprises. Alors, on m'avait demandé, sans doute peut-être un peu dû à mon âge, de faire un petit historique sur la situation. Donc, l'industrie 4.0 tout d'abord. Qu'est-ce que c'est? Donc, pour apporter la petite touche de modernité, je suis allé voir sur ChatDPD la définition exacte d'Industrie 4.0. Alors, l'Industrie 4.0, quatrième révolution industrielle. Moi, déjà, je suis perplexe parce que pour moi, la quatrième révolution industrielle, c'est Internet. Pour ceux qui ont connu un petit peu ça, les robots étaient déjà dans l'industrie et puis Internet est arrivé et Internet a effectivement tout chamboulé. Alors l'industrie 4.0 dont on parle déjà depuis quelques années, effectivement pour beaucoup c'est avant tout technologique. Personnellement, j'ai un autre point de vue là-dessus, on va le voir après. Alors, mon point de vue, ça devient, in fine, l'industrie 5.0, apparemment. Donc, l'industrie 4.0, c'est la numérisation et la technologie dans les entreprises. Alors, technologie, on va retrouver toute une série de noms que vous connaissez sans doute. L'IoT, l'intelligence artificielle, la digitalisation, bien sûr, les bases de données, l'interconnexion, l'interopérabilité sont tous des noms que l'on va retrouver dans l'industrie dite 4.0. Alors l'industrie 4.0, c'est là où déjà pour moi il y a une divergence, c'est que pour beaucoup d'entreprises, c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle dans une entreprise de production. Quand on parle industrie 4.0, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Quelle va être la valeur ajoutée? Donc pour moi, un projet dit industrie 4.0, c'est avant tout un projet d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut amener du sens et de dire à vos employés ou à vos futurs employés, qu'est-ce que ça va nous apporter? Toutes ces technologies, à quoi ça va servir? Quelle est la finalité? Quel est le but? Alors bien sûr, la technologie va aider à toute une série de choses, mais s'il n'y a pas un vrai projet, s'il n'y a pas un project leader dans l'entreprise, dans beaucoup de projets, ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Donc l'industrie 4.0, c'est avant tout automatiser les process. Comme je l'ai dit, les robots étaient déjà dans les entreprises. Alors un robot, ça veut dire beaucoup de choses, c'est pas grand-chose. Donc évidemment, on connaît les grands robots qui bougent dans tous les sens, des robots 5 axes. Mais la robotisation, c'est tout simplement déjà un automate programmable. Dans toute machine de production, il y a des automates programmables. Mais en général, toutes ces machines, tous ces robots sont indépendants, sont stand-alone, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tout seuls. Un jour, on les a programmés, on a dit fais ceci, fais cela, et ils font ça très bien. L'industrie 4.0, c'est avoir une interaction, une interconnexion avec tous ces automatismes qui sont dans l'industrie, et c'est aller récupérer ces données pour pouvoir les exploiter. Et l'exploitation de ces données va permettre, par exemple, d'amener des indicateurs de performance. Donc, si vous avez une ligne de production, on se connecte à l'automate, on récupère les données, l'automate, il sait tout ce qui se passe sur la ligne, c'est-à-dire qu'il sait le nombre d'arrêts, le nombre d'opérations qui sont passées. Et en récupérant tout ça, on va alimenter des bases de données
Et une fois qu'on a ces données, ben, l'intelligence artificielle là, va pouvoir aider à la décision dans les entreprises. Alors, le 5.0, donc là, j'ai été reprendre la définition de la communauté européenne, puisque la communauté européenne a lancé un projet dit 5.0. Alors, il y a un résumé qui dit c'est on remet l'humain dans l'entreprise. Ben, pour moi, personnellement, c'est faux. L'humain a toujours été là, bien sûr. Mais par contre, ce qu'on va mettre en avant, c'est le bien-être de la personne dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on va faire en sorte de réduire tout ce qui est pénibilité et réduire tout ce qui est tâches sans valeur ajoutée. En effet, avec les années, ben, comme vous tous sans doute, la population est de plus en plus éduquée et formée aujourd'hui. Et donc ça veut dire que toutes des tâches très basiques, mais ça n'intéresse plus grand monde. Et donc en plus, ça n'a pas de valeur. On est dans des pays où la main-d'œuvre est très chère. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de réduire ce type d'opération et faire en sorte de simplifier certaines choses pour les opérateurs. Alors dans le 5.0, il y a aussi un énorme point et qui personnellement me parle beaucoup, c'est tout le côté durable. En effet, quand une entreprise commence à avoir une bonne gestion, un bon suivi de sa production, mais ça va permettre de réduire tout simplement, par exemple, des déchets. Il faut savoir que dans l'agroalimentaire, 30% de ce qui est produit à travers le monde est jeté chaque année. Et alors c'est jeté à la ferme déjà, mais c'est aussi jeté dans l'industrie. Et donc quand il y a un souci de production, tout ça va à la poubelle. Donc si on peut réduire, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus durable. Alors évidemment, dans le 5.0, pour la pénibilité, on amène quand même de nouveau de la technologie, du style les exosquelettes. On va voir tout à l'heure les lunettes pour faire certaines opérations. Donc la technologie peut arriver dans l'industrie. Alors, si vous le permettez, je vous propose un cas concret de projet dit Industrie 4.0, et puis on verra à la fin si finalement c'est du 4.0 ou du 5.0, c'est selon. Donc, il s'agit d'une entreprise qui est basée au Grand-Duché de Luxembourg, qui est active dans la plasturgie. Donc, en fait, ils font des bouchons en plastique pour toutes les bouteilles d'eau, etc. Ils font leur métier. Et donc, voilà, on a fait une petite vidéo avec le client. Comme ça, vous allez comprendre, et puis après, on va avancer là-dessus. United Caps est une société familiale, fondée en 1939. Donc aujourd'hui, on conceptualise et on produit des bouchons plastiques. On a 10 usines à travers l'Europe majoritairement. Pourquoi plusieurs usines à travers l'Europe? C'est parce qu'on a un motto qui est « Close to you ». Et donc notre but, c'est d'être proche de nos clients par rapport à leurs besoins, forcément en bouchon, mais aussi proche d'eux géographiquement. On se met dans la partie des projets en fait, d'Industrie 4.0, aujourd'hui qui a un axe très important au niveau du groupe United Caps, c'est-à-dire d'automatiser en fait, l'ensemble des opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée en, fait, en production. Donc la problématique de base au niveau de notre entreprise, c'est la préparation en fait, des rouleaux d'étiquettes. La deuxième, c'est également une problématique de qualité. La troisième, qui est non négligeable, c'est la partie, on va dire, écologie et économique. Économiquement parlant, ça nous a également permis de changer notre façon d'imprimer en fait, les cartons. Cette technologie-là d'impression sur carton direct nous permet effectivement, en rajoutant une tête d'impression, de pouvoir en fait, le faire en direct. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un carton neutre. L'orientation qui a été faite est une orientation automatique de marquage du carton vide. Ça, c'est la première étape qui est réalisée. Après, de l'association de ce code unique avec l'ordre de fabrication, donc sur la ligne de production, et dans une troisième étape avec une impression en fait, directement sur le carton. Et elles sont gérées directement en liaison avec nos systèmes existants, donc système ERP, système MES. Le fait d'avoir travaillé avec Uptrace, donc 4 mois après, économiquement parlant, donc on voit qu'effectivement ce qui avait été envisagé dans le dossier d'investissement est en phase. Donc ça a complètement en fait, enlevé le travail du côté en fait, logistique. On est très optimiste sur le retour sur investissement, on va dire, de cette installation. Et naturellement, aujourd'hui, on va développer dans le groupe ces technologies-là, parce qu'elles répondent effectivement à une problématique générale en fait, du groupe. Le collage, on va dire, d'étiquettes sur les cartons, c'est quelque chose qui concerne tous nos sites de production.
Voilà, donc quelle était la problématique dans cette entreprise? C'était remplacer des étiquettes qui étaient préimprimées par un système différent. Donc cette opération était coûteuse et assez peu écologique. Il faut savoir que pour des étiquettes, les étiquettes sont sur une bande siliconée et cette bande siliconée n'est pas recyclable. Des entreprises qui impriment des milliers ou des millions d'étiquettes, on ne se rend pas compte, mais ça fait des tonnes de papier non recyclable qui vont en enfouissement ou qui sont brûlés dans les cimenteries. Donc du coup, c'était utiliser un carton neutre. Donc économiquement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'avant, il était préimprimé. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt pratique et logistique. Supprimer des tâches donc pour les opérateurs, puisqu'il y avait quelqu'un qui passait son temps à préimprimer ses étiquettes. Donc ça n'avait pas de valeur ajoutée. Améliorer la qualité, donc ça on va le voir par la suite, ce qui a été mis en place. Donc comme il y avait cette préimpression d'étiquettes, on n'était jamais sûr à 100% que ce qui était sur le carton était correct. Donc il n'y avait pas de traçabilité automatisée, c'est là où on vient dans l'industrie 4.0. Donc toutes ces opérations étaient manuelles, les opérateurs inscrivaient sur des documents qui étaient réencodés un peu plus tard, donc il y a évidemment beaucoup de risques d'erreur. Et donc la demande était également d'intégrer tout ça avec leur ERP. Donc notre réponse a été de remplacer l'étiquetage par un système de marquage jet d'encre écologique. Donc là, on commence à venir un peu industrie 5.0 peut-être, puisque dans le 4.0, on ne parle pas de ce type de choses. L'autre point très important, c'est la sérialisation. Donc il faut savoir qu'en traçabilité, jusque maintenant, on travaille beaucoup par lot. Aujourd'hui, de plus en plus, on va à la sérialisation. Quel est l'avantage? C'est qu'en cas de calamité, on va rappeler un nombre de cartons très réduit. Mais surtout, on a un suivi en temps réel de ce qui se passe pour un emballage, enfin pour un contenu dans lequel il y aura des marchandises. D'ailleurs, la sérialisation, s'il y a des fumeurs parmi vous, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mais voilà, chaque paquet de cigarettes aujourd'hui a un numéro unique. Chaque farte, chaque carton, etc., ça va assez loin. C'est la même chose dans le pharmaceutique. Chaque boîte de médicaments a un numéro unique. Dans le secteur automobile, pareil. Surtout des petits QR codes, ils ont chacun un numéro unique. Donc l'objectif, en automatique, c'est de faire une association de ce carton qui a été identifié avec son contenu durant le process. Donc tout ça de manière automatique, on a vu les lecteurs là dans la vidéo, et c'est d'échanger toutes ces données en temps réel avec le système informatique du client. Grâce à ça, aujourd'hui avec de la BI, donc la BI c'est une première étape avant l'intelligence artificielle, c'est récupérer les données dans la base de données, c'est pouvoir les exploiter et commencer à avoir des tableaux de bord. Alors, pour parler un petit peu technologie quand même, alors de l'industrie 4.0, je dirais qu'on a un peu coché toutes les cases. Donc, il y a de l'IoT. Alors, peut-être une petite précision. On confond souvent IoT égale sans fil, mais ce n'est pas vrai. IoT, c'est vraiment Internet des objets. Donc ça veut dire que tout objet qui est connecté à Internet de manière filaire ou non filaire, et dans l'industrie en général, on préfère le filaire parce que c'est beaucoup plus stable par rapport au sans fil. Mais donc tous les objets qu'on a mis, après ce qu'il y a, c'est que ces objets sont devenus très intelligents. Donc une caméra que l'on va mettre dans la production, on va pouvoir se connecter dessus, voir les images qu'elle prend pour éventuellement apporter de la correction. Il y a de l'automation, donc des PLC. Il y a de l'OPC-UA. Donc OPC-UA, c'est quelque part une plateforme pour uniformiser les échanges de données entre différents automates. Alors OPC-UA, c'est une technologie qui existe depuis 30 ans, c'est ça qui est assez fou. Et puis il y a quelques années, il y en a qui ont ressorti ça d'un carton en disant tiens, c'est génial pour l'industrie 4.0, ça va être magnifique. Mais effectivement, c'est très pratique. Il y a de la base de données. Il y a des interfaces utilisateurs. Alors ça, c'est évidemment le plus important dans l'industrie. C'est l'interface utilisateur et bien sûr l'ergonomie. Et là, nos amis d'eux savent aussi de quoi on parle. L'ergonomie opérateur, c'est le plus important. Dans ce cas-ci, on a mis des interfaces utilisateurs industrielles pour une stabilité et pour la sécurité. Il faut savoir que dans l'industrie, évidemment, tous les problèmes de cybersécurité sont d'actualité. Mais donc, en travaillant avec ce genre d'outils, on n'est pas sur des plateformes web, donc on est beaucoup plus robuste en termes de sécurité. Tout ce qui est code 2D, code data matrix, code QR code, là aussi, c'est des technologies qui existent depuis plus de 30 ans. En fait, ça a été inventé par Toyota. Et puis un jour, sur le plan marketing, on a sorti le QR code en disant voilà un truc génial, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'en une fois, ces fameux QR codes ou code 2D arrivent dans l'industrie parce que là aussi, ils sont beaucoup plus robustes que les codes barres classiques. Donc on fait de la capture de données, il y a de la BI, et puis il y a le côté durable et il y a le côté bien-être. On l'a aussi vu, le client a mis en place des espèces de petits robots, ce sont des cobots, des robots par apprentissage, pour que l'opérateur ne doive plus porter des cartons qui pèsent 15 ou 20 kilos. Ça se fait de manière automatique.
Voilà, donc les résultats, d'abord c'est un projet qui est un succès. Pour le client, il y a un gain de temps considérable, il y a de la réactivité et proactivité, surtout vis-à-vis de ses clients. Ils ont un retour sur investissement par rapport aux consommables, aux cartons, etc. Donc il y a un coût direct qui a pu être mesuré et il y a un coût indirect. Et le coût indirect, c'est le plus difficile à mesurer. Bon, dans une entreprise, on peut arriver par différents indicateurs de performance, mais il y a un coût qui est vraiment difficile, c'est la relation client. Ça veut dire que si vous avez des cartons, des produits qui sont envoyés chez des clients et que le client n'est pas satisfait, ça n'a pas de prix quelque part. Alors évidemment, aujourd'hui, ils ont une traçabilité, ce qu'on appelle qualité zéro défaut. On a un marquage écologique, on a la suppression des déchets, donc ça c'est hyper important. Et j'insiste beaucoup là-dessus, l'industrie 4.0 peut vraiment amener un plus rien que pour cette partie-là. Donc on est dans le côté durable et il y a le bien-être. Pour le client, il a des indicateurs de performance aujourd'hui, donc aide à la décision et ça leur permet de voir tout ce qui se passe dans leur production en temps réel et de pouvoir prendre les décisions le plus rapidement possible. Donc la question, est-ce du 4.0 ou du 5.0 ? Il y aura encore d'autres projets discussions sur le 5.0. Et donc ça rejoint notre stratégie et notre vision qui est de simplifier l'accès aux données pour que les entreprises puissent rapidement prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, tout est une question de délai, c'est-à-dire qu'il faut répondre le plus rapidement possible à ses clients dans les meilleures conditions. Et le Covid n'a fait qu'accentuer cette demande et ce besoin. Et donc, on est en phase avec tout ceci. Et donc pour terminer, Industrie 4.0, 5.0 vont aussi contribuer aux fameux 17 points qui ont été mis en place par l'ONU dans tout ce qui est tout ce qui touche à la durabilité. Et donc on voit que dans une industrie, il y a quand même beaucoup de facteurs où l'industrie 4.0 peut agir à certains moments. Et donc c'est quelque chose de vraiment très très important. Voilà, je pense que je suis dans le timing. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a une petite question. Merci. Voilà, je vous propose d'accueillir Erontrac. Bonsoir tout le monde. Sébastien. Je suis le fondateur de Erontrac. Eron en ancien grec veut dire outil et on traque les outils. Donc on a implémenté l'IoT pour pouvoir donner une réponse à la traçabilité d'outillage. On fait un focus au niveau de la construction. Donc on a rencontré pas mal de challenges et je vais un peu vous expliquer aujourd'hui ces challenges-là. D'abord, c'est quoi l'Internet des objets? l'IoT, je ne vais pas vous expliquer, Thierry l'a dit aussi, mais donc il y a quelques éléments importants. Il y a l'Internet, il y a les objets et il y a la communication entre. Et donc c'est les challenges qu'on a nous-mêmes élaborés au moment de démarrer avec un projet où on veut quelque part tracer. Donc pour pouvoir se connecter, il y a des technologies de communication et donc le premier gros challenge qu'on a eu, c'est quelle techno on va choisir. Il y a des technos longue portée, il y a des technos courte portée. Les courtes, tout ce qui est Bluetooth, RFID, NFC, etc., que vous connaissez et qui sont typiquement utilisés beaucoup dans l'industrie. La longue portée pour pouvoir communiquer quand on n'a pas accès à un indoor où il y a des meshes, où il y a des gateways, etc. Et donc là, on parle beaucoup du 0G, donc tout ce qui est Sigfox, LoRa, NB-IoT, jusqu'à la 5G naturellement qui est en train de faire prendre sa place. Et donc ça a démarré quelque part le début de notre use case, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir connecter avec les complexités du terrain. Dans l'industrie, on peut mettre du filaire. Quand on est sur le terrain, on ne peut pas se trimballer avec un fil parce que ça ne va pas marcher. Et donc il faut trouver des solutions. C'est quoi les différents challenges? La scalability, donc dans l'IoT, on parle beaucoup d'objets, beaucoup de connexions, et donc il y a déjà un premier challenge, comment est-ce qu'on va faire pour être sûr que on récolte toutes les données. Tout ce qui est donc le rayon de couverture, tout ce qui est le réseau, etc. Donc la complexité, comme je disais, l'extérieur ou l'intérieur. Les batteries, donc il y a une grosse partie de challenge quand on va sur le terrain, il n'y a pas de filaire, donc on ne peut pas recharger via un câble. Et donc tout ce qui est batterie. La sécurité, cybersécurité. Donc aujourd'hui, c'est très hot pour tout le monde, dans certains secteurs plus que dans d'autres.
Et naturellement le volume de données pour pouvoir gérer ça avec naturellement tous les risques de perte de données, les risques d'avoir des objets qui sont plus connectés, donc on ne peut plus avoir accès aux données. On a tout ce qui est congestion de données, donc une fois trop en même temps, saturation, les serveurs qui vont down et tout ça, et donc tout ce qui fait downtime et les problèmes avec. Scalabilité, bon, la première solution, c'est gérer les devices et gérer tous les capteurs. Donc là, il y a aujourd'hui des plateformes qui le proposent. Par exemple, Microsoft IoT Hub propose par défaut de se connecter et de gérer tous les devices. Est-ce qu'on doit enregistrer tous les devices? Est-ce qu'on doit les anonymiser? Est-ce qu'on peut permettre que tout rentre? Ou est-ce qu'on doit pouvoir faire des garde-fous? Une fois que tout le monde connecte en même temps, donc historiquement, on a eu des moments à 8 h du matin, tout le monde se réveille, tout le monde va travailler, et en même temps tout le monde connecte. Et donc une fois, on a 100 000 capteurs qui envoient leurs données parce qu'il y a des gens qui l'ont allumé. Et puis le restant de la journée, c'est plus calme, il y en a 10 000, 20 000, 30 000, etc. Et donc de pouvoir gérer avec du load balancing, auto-scaling, etc., pouvoir gérer ces données-là, c'est naturellement le terrain qui nous apporte ces challenges. Et alors, il faut les processer, bien sûr. Et donc des réflexes de dire on va augmenter les machines, on va payer plus de bandes passantes, etc. Ce n'est pas toujours les meilleurs réflexes. De temps en temps, il faut aller regarder dans le code, il faut aller voir est-ce qu'on peut mettre dans le capteur des timers, de ne pas envoyer tout en temps réel, mais de faire par intervalle d'envoi de données. Ce qui nous a amené à notre solution pour la partie scalable. Donc on travaille dans Microsoft avec IoT Hub, où une grosse partie est pré-gérée. Et au niveau des capteurs, donc on définit que les capteurs communiquent à des receveurs pour la partie courte distance, donc Bluetooth par exemple, et 4 intervalles ou 2 intervalles ou un intervalle par jour pour les données qui sont envoyées via la longue distance. Deuxième point, donc tout ce qui est couverture. Les questions qu'on se pose une fois qu'on veut communiquer, c'est quel est le type de message? Est-ce que c'est des longs messages? Est-ce que c'est des courts messages? Donc si on doit par exemple transférer des vidéos, transférer des photos, etc., avec la 0G, ça ne passera pas, puisque c'est fait pour des courts messages. Et donc quand on est dans l'industrie, on est filaire, on peut passer tous les messages qu'on veut. Quand on fait la caméra surveillance, par exemple, on doit faire du streaming de vidéos en temps réel pour pouvoir faire des suivis. À ce moment-là, on peut passer, si on veut le faire sur le terrain sans fil, on doit justement aller vers la 4G, 5G. Dans notre cas, c'était de courts messages, puisqu'on a envoyé uniquement l'identifiant du capteur, puisqu'on devait pouvoir faire l'inventaire d'où se trouve le matériel, et donc on a choisi pour la 0G. Avec quelle fréquence? Est-ce que c'est en temps réel? Est-ce que la donnée est tellement critique qu'il faut communiquer en temps réel? Quand on est par exemple dans des véhicules qui doivent faire du autopilotage, je crains que le temps réel est quand même important, et même plus que le temps réel. Quand on est dans du healthcare avec des pacemakers, etc., s'il y a un truc qui va mal, là aussi. Mais pour suivre une foreuse sur un terrain, si on sait qu'il est arrivé pendant 8 heures, il reste là, on n'a pas besoin d'envoyer les choses en temps réel, donc on peut avoir une latence. Indoor-outdoor, ça c'était pour nous un très gros challenge, sachant que quand on est à l'extérieur et quand on travaille dans la construction, il y a beaucoup de chantiers, les gens bougent, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre une borne fixe par exemple qui va récolter des données comme on peut potentiellement le faire avec la 5G. Et donc on devait avoir quelque part cette flexibilité de travailler avec des données à l'extérieur. Et alors en dernier, j'ai vraiment besoin de mes lunettes. Où on le fait? Donc est-ce qu'on reste en Belgique? Est-ce qu'on reste dans une commune? Quand on a les smart cities, c'est la ville. On reste dans la ville et tout ce qui se passe autour de la ville, c'est ça qui nous intéresse. Par contre, nous, potentiellement, si un outil se fait voler, il peut aller en Hollande, il peut aller en Allemagne, même Pologne est plus loin. Donc pour nous, le roaming était critique. Et donc de là, notre choix pour Sigfox. Donc avec Aerontrack, on a choisi Sigfox comme partenaire pour la partie connectivité parce qu'ils n'ont donc pas beaucoup de consommation,
très fort en envoi de messages courts et le roaming qui était automatique. Avec LoRa qui était l'alternative, le roaming était plus compliqué puisqu'il fallait avoir des accords par pays. Et donc on a décidé d'avancer avec Sigfox. L'autre point est également très challenging quand on est dans le terrain, c'est la batterie. On a des petits traceurs qui sont aussi grands qu'une pièce de 2 € et la donnée, la communication doit pouvoir au moins tenir 1 an ou plus. Et donc si on tient pas compte des complexités d'une petite batterie, à ce moment-là c'est perdu. Et donc il y a naturellement la partie à distance, de pouvoir envoyer des données à distance, qui sont la construction, le volume. Donc si on ne doit pas envoyer des gros fichiers, à ce moment on peut vraiment aller vers des applicatifs comme Bluetooth et Sigfox dans notre cas. Le nombre de messages, comme je vous ai déjà dit, on envoie 2, 3, 4 messages par jour, donc on n'a pas besoin de consommer trop au niveau de la batterie. Par contre, le Bluetooth fait un broadcasting de son identifiant toutes les secondes. Donc là aussi, on a choisi, donc quand on prend, si on veut faire du pairing avec du Bluetooth et quand on a, par exemple, un cardio quand on fait du sport pour mesurer, il va se connecter et là, tous les opérateurs prédisent qu'il faut au moins faire 10 connexions par seconde. Nous, on a décidé 1 pour la durée de vie parce qu'on ne fait pas du pairing. Donc on envoie uniquement l'identifiant et donc les smartphones, des bornes, etc. Ils reprennent. On avait essayé 2 secondes, mais quand on faisait 2 secondes, on perdait la moitié des données. Donc, parce que le passage était pas assez fluide et donc automatiquement. Et donc de là, le choix de faire toutes les secondes. La puissance du signal, c'est un moteur aussi important. Donc quand on prend par exemple du Bluetooth, à nouveau, on peut communiquer jusqu'à du 100 mètres sans problème. Mais par contre, ça va consommer fortement la batterie. Et donc là aussi, les smartphones ne vont pas détecter à 100 mètres. C'est plutôt 10 à 15 mètres. Et donc, on a décidé aussi d'envoyer donc les dBm, de le mettre plus basse pour justement augmenter la durée de vie de nos capteurs. Et la température, ça c'est le meilleur. Après 15 ans dans la construction et dans la télématique, les batteries, c'est ce qui souffre le plus. Quand c'est tout le temps à l'extérieur, même en Belgique, on n'a pas des hivers tellement forts comme dans d'autres pays, mais la batterie, elle souffre. Et donc là aussi, de pouvoir tenir compte qu'au lieu le labo dit ça sera 8 ans, dans la réalité de terrain, ça sera plutôt 4 ans. Donc on peut vraiment couper par 2. Et là, à nouveau, il faut tenir au moins 1 an pour les tout petites batteries et quelques années pour les plus longues batteries. Bon, j'avais mentionné, donc il y a encore 3 autres challenges qui, pour nous, dans notre use case, étaient moins importants. Donc, par exemple, tout ce qui est interférence. Donc, quand on a beaucoup de communications en 0G qui sont à une fréquence très basse, et donc tout le monde surfe sur la même fréquence, les Bluetooth, les RFID et même les Sigfox et LoRa. Et donc, quand il y a beaucoup, typiquement des smart cities, quand il y a beaucoup d'objets connectés, il y a des challenges d'interférence, ou quand on fait du indoor tracking par exemple, on a beaucoup de challenges. Et il y a des solutions, typiquement la gestion de spectrum, etc., pour pouvoir gérer, envoyer les données moins souvent et les garder en mémoire par le traceur, sont typiquement des solutions qui peuvent aider. Nous, on n'avait pas ce challenge. Puisque même sur un site à construction, on peut avoir 500, 600, 700 outils qui sont là, mais ils ne sont pas l'un sur l'autre, ils ne sont pas dans un stock spécifique. Et quand on va au dépôt, donc le magasin d'une société de construction, la plupart, si c'est des grosses sociétés, entre 500 et 1000 qui sont là en permanence, mais ils bougent tout le temps. Et donc, on n'avait pas vraiment de soucis d'interférence. La cybersécurité, je l'ai déjà dit, donc là c'est plutôt d'autres secteurs, tout ce qui est soins, c'est très critique, tout ce qui est sécurité, routier, etc. par exemple. Et alors le débit de données, là aussi, on peut gérer pas mal d'informations en mettant de l'intelligence dans le capteur pour éviter d'être en connexion en permanence. Et naturellement au niveau de l'infrastructure, back-end,
de pouvoir faire typiquement du queuing ou autre système ou des gestions d'événements qui font que les données sont mises en attente. Alors, parlons un tout petit peu d'Aerontrack quand même. Quand j'ai vu, Thérèse nous a montré une magnifique vidéo, Thierry est top 1 pour... j'aimerais bien faire la même vidéo, mais bon, malheureusement, j'ai pas de vidéo, donc je vais le faire. On fait quoi en fait? Donc on va équiper tout type d'outillage, ça part d'une foreuse jusqu'à des grosses grues, et on va mettre une puce. On a plusieurs types de puces, d'une pièce de 2 € jusqu'à un paquet de cigarettes, façon de parler pour les fumeurs. Et puis, on va communiquer avec plusieurs types de technologies. Donc, on intègre du Bluetooth, du Sigfox, du Wi-Fi, du NFC. On commence d'abord la communication avec les smartphones, puisque tout le monde, avec son smartphone, sait lire du Bluetooth. Et en fait, ce qui est important dans notre secteur, c'est de pouvoir donner une solution sans qu'il fallait acheter du périphérique très coûteux, sans qu'il fallait acheter des scanners spécifiques ou avoir des bornes, etc. Et donc, on part du smartphone et on fait un peu l'AirTag B2B de la construction. Donc, on était avant iOS, avant Apple. Ils nous ont copié, façon de parler. Non, bien sûr que non. Mais donc, voilà, on part du smartphone. Au niveau des pots, on met une borne fixe, puisqu'on ne va pas demander au magasinier d'aller continuellement avec son smartphone se trimballer dans le truc. Donc, on a mis une borne fixe qui va détecter le Bluetooth. Et dans les véhicules, on met une borne qui est liée de télématique pour pouvoir en fait faire un inventaire en permanence qu'est-ce qui se trouve dans le véhicule. Donc tout ça, ça part via la partie Bluetooth. Et donc Bluetooth veut dire il faut un receveur ou un smartphone ou une borne fixe ou mobile. Et donc là, ça donne naturellement accès aux données dans une plateforme où on va pouvoir faire l'inventaire en temps réel, où on va pouvoir voir qui a pris l'outil à quel moment. Si un collègue a besoin d'une carotteuse, il peut voir où il y en a une la plus proche. Et alors, il y a la partie vol, naturellement. Et donc, pour contrer le voleur ne va pas mettre l'application Aerontrack et puis prendre et partir, heureusement ou malheureusement. Mais donc, on a la partie Sigfox pour pouvoir envoyer la donnée et anticiper. Donc, on va contrôler en fait la position Sigfox vis-à-vis de la dernière position Bluetooth. Et de cette façon-là, on peut envoyer une alerte. Attention, il y a un mouvement suspect. Maintenant, il faut activer le tracking. On a aussi des success stories, Thierry. Donc VMA, une société de maintenance qui fait partie du groupe CFE. Ils ont 80 ouvriers dans un département avec 1000 outils. Ils ont deux profils. Donc ils ont les outils qui sont collectifs partagés et qui se trouvent dans le magasin, où il y a un magasinier qui doit les gérer. Donc c'est les outils qui sont un peu plus spécifiques, qui doivent louer ou réserver pour pouvoir les utiliser. Et d'autre part, ils ont des outils fixes qui sont dans la camionnette et qui sont propres à la camionnette ou à l'ouvrier. Et donc on les a aidés à deux niveaux. Premier niveau, c'est on a fait gagner du temps au niveau de gestion de cette partie partagée. Historiquement, ils voulaient une carotteuse. Ah oui, c'est Pierre qui l'a pris parce qu'ils avaient noté dans un livret. Et puis ils appellent Pierre. Ah mais non, moi je l'ai passé à Daniel. Et puis ils appellent Daniel. Ah mais non, moi j'ai passé à Louis parce qu'ils se passent l'outil entre eux sur chantier. Et il notifie bien sûr pas le magasinier. Et donc lui, il s'amuse pendant des heures et des heures. Et donc avec Aerontrack, il pousse sur le bouton et il voit où c'est et qui l'utilise. Et donc il peut réagir rapidement. Et deuxième partie, c'est que l'effet psychologique du tracking a fait que la durée de vie des outils a augmenté. Donc ça c'est automatique, il ne faut rien faire. Les gens savent qu'on sait, donc on va mieux l'utiliser. Donc historique, c'était... Ils étaient en train de forer, puis ça faisait du bruit, oh, c'est pas grave, on continue, on va finir le boulot. Et une fois c'était cassé, et puis en stummeling, ils allaient mettre ça dans le dépôt pendant que le magasin était parti. Et puis le matin, il revient, oh, c'est quoi ça? Et donc les outils s'est cassé tout seul. Et on ne savait pas qui. Et rien que le fait en disant, ils sont pucés, et maintenant on sait, Big Brother is watching you, on sait qui utilise quoi. Au lieu d'attendre que c'est cassé, ils viennent, chef, tu pourrais me la réviser, et on passe une autre. Et donc naturellement, on augmente d'un an. Donc 2 ans à 3 ans, c'est fantastique. Et bon, on ne l'avait même pas conçu, c'est tout seul. Et donc des 1000, ils en ont pucé 500, et les 500 autres sont avec des codes QR. Parce qu'on fait aussi du code QR pour des outils qui sont en dessous de 200 €. Et on a même récupéré 2
gros engin, enfin un Superlift et un groupe qu'on a, avec notre solution anti-vol, pu récupérer. Et donc rien que ces 2 postes valent déjà 2 ans d'abonnement, donc ils sont super contents. Et donc en conclusion, et en fait je dis ce que Thierry a dit, donc heureusement, parce que j'avais un peu peur que j'allais dire d'autres trucs, mais bon, ça va. C'est quand on commence un projet IoT, il faut vraiment réfléchir. Il faut avoir un use case, il faut vraiment définir qu'est-ce qu'on veut exactement, et sur base du use case, on va faire les choix au niveau de quelle techno on va utiliser pour communiquer. Est-ce qu'on fait la longue portée, la courte portée, etc. Et donc, nous, notre use case, c'était aider les sociétés de la construction pour mieux gérer les outils. Merci. Merci, Sébastien. Merci pour cet accueil. Je vais juste mettre ma lunette parce que j'ai mes copions dessus. Voilà, donc Nicolas Dessant, moi je suis le cofondateur de la startup Get Your Way. Et donc qu'est-ce qu'on fait chez Get Your Way? On a repensé la lunette connectée pour l'industrie, c'est-à-dire offrir un nouvel outil de travail pour les opérateurs en industrie. Donc dans le contexte de cette industrie 5.0, l'idée n'est pas de remplacer des opérateurs, mais de pouvoir les équiper de nouveaux outils, qui est en fait une nouvelle façon d'interagir avec des données numériques ou digitales. Et donc c'est vraiment dans cette position qu'on a créé cette lunette connectée. Donc quand je parle de lunettes connectées, alors vous êtes soit de la génération Dragon Ball Z, vous avez 30 ou 40 ans, ou alors vous avez des enfants qui ont 30 ou 40 ans, et la première fois que vous avez vu des lunettes connectées, c'est sur la tête de Vegeta, avec la célèbre phrase « It's over 90,000 ». Et ça vous a sûrement marqué quand vous étiez petit, ça vient des science-fiction, et on y est aujourd'hui. Et si vous avez entendu quelques années après, c'est Google qui avait initié le marché vers 2013 avec son premier produit grand public. Alors, des lunettes connectées, en réalité, il y en a vraiment de toutes sortes, de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc là, j'ai juste mis un slide avec plein de choses différentes. Et comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Donc je vais essayer un peu de faire le tri, vous expliquer en fait cette technologie, comment est-ce qu'on l'explique. Donc là, c'est le spectre de la réalité étendue, donc XR en anglais. Et sur votre gauche, vous avez un environnement réel, donc c'est un arbre tel que vous pouvez le voir avec vos yeux dans la nature. Tout à droite, on est dans un monde 100% virtuel, donc vu à travers des écrans, c'est de l'ordinateur, et là, il n'y a rien de réel. Et entre ces deux mondes, on va pouvoir positionner chaque technologie de lunettes connectées. Donc je vais commencer par la gauche, donc il y a l'environnement réel. Après, on a la réalité augmentée. Donc c'est la lunette que nous, on développe, par exemple. C'est quoi la réalité augmentée? On va prendre le réel, dans lequel on va mettre du virtuel. Par exemple, si vous connaissez le jeu Pokémon Go, donc à travers l'écran de votre smartphone, vous voyez la rue, et il y a des Pokémon qui viennent interagir et apparaître sur le trottoir. Autre exemple, si vous avez une application Ikea et vous voulez voir si le nouveau divan ira bien dans votre salon, eh bien vous prenez votre application Ikea, vous voyez votre salon dans lequel vous mettez des objets virtuels. Après, on continue un peu à droite, on a le virtuel augmenté, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On a un monde virtuel dans lequel on va mettre des objets réels. Donc je vais faire un scan de vous en 3D pour faire un avatar, vous êtes un réel et je vais vous mettre dans le monde virtuel. Et puis tout à droite, là, on a le pur monde virtuel où on a un casque, on est totalement coupé de la réalité et on n'interagit plus avec le monde réel. Et sur ce spectre XR, on peut aller positionner un petit peu toutes les différentes technologies. Donc ici, j'ai juste mis 3 exemples. Donc la première lunette, c'est la lunette qu'on développe. Alors c'est de la réalité assistée, c'est encore un peu une sous-branche, c'est encore plus simple que la réalité augmentée. Au milieu, c'est HoloLens, Microsoft, c'est de la réalité mixte, ça veut dire que on peut aussi faire du virtuel ou du réel. Et tout à droite, c'est un casque qui vous coupe totalement du monde réel. Et aujourd'hui, on est là pour parler des applications en industrie. Et donc, je vais donner des cas concrets. Alors, je ne vais pas expliquer tout, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Mais après, je vais vite passer, à nos applications avec notre lunette qu'on a développée. Donc, brièvement, je vais quand même passer de droite à gauche. Donc, des cas d'usage, donc VR, de la réalité virtuelle.
Là, sur l'image, c'est une formation d'un clarkiste. Donc plutôt que de s'entraîner dans un hall, on va le mettre sur un faux Clark pour qu'il fasse ses bêtises dans le monde virtuel et pas dans le monde réel. Après le MR, ici c'est Mixed Reality, donc les deux qui étaient mélangés, on va pouvoir faire par exemple voir des objets virtuels dans le réel et qui vont interagir entre eux. Donc il y a souvent eu des cas où vous avez le bureau d'ingénieur de conception qui sort une pièce et puis les ouvriers sur le terrain vont dire mais ta pièce on ne sait même pas la fabriquer, c'est pas possible. Donc ici on va pouvoir avant voir si les choses réelles et virtuelles se combinent bien. Ensuite AR, Augmented Reality, là on est typiquement le cas le plus utilisé, c'est la téléassistance. Donc la téléassistance c'est par exemple vous êtes une entreprise belge, vous avez des experts qui doivent contacter des clients à l'étranger. Plutôt que d'envoyer un expert à l'étranger, eux ont un opérateur qui sont équipés de lunettes et qui est sur le terrain. Et donc moi, société, j'ai mon expert qui est à distance, à son bureau, va pouvoir voir et monitorer l'opérateur à distance. Comment ? En fait, la lunette, l'opérateur est équipé d'une lunette avec une caméra, il voit ce que l'opérateur voit et peut faire un retour visuel, que ce soit en montant des flèches donc de réalité assistée, de réalité augmentée, des flèches, des images, des schémas, et communiquer avec lui et Teams. La plus-value, c'est quoi ? C'est avoir les mains libres. Et dernièrement, la réalité assistée, c'est là qu'on se positionne. Donc nous, ici, c'est quoi ? Je vais maintenant partir dans cette direction-là. C'est quoi la différence ? Eh bien, en fait, on est, nous, un peu aux antipodes de cette technologie, qui sont immersives et parfois intrusives. Donc immersive parce qu'il y a du virtuel partout, ou intrusive parce qu'il y a des caméras partout. Donc ici, nous, l'idée, ça a été de faire vraiment un outil de travail pour accompagner les travailleurs en industrie tout au long de la journée. Donc ça doit être léger, confortable, facile et intuitif et vraiment ergonomique. Et donc c'est ça, la réalité assistée. Pour vous donner une image, c'est comme si vous étiez assis à votre volant de voiture, vous regardez la route, vous êtes concentré sur votre tâche et vous regardez de temps en temps votre rétroviseur. Et sur votre rétroviseur, ce sont des slides PowerPoint qui affichent des informations contextuelles du travail. Et donc c'est ça, c'est notre produit, c'est le produit que je porte. Et en fait là quand je vous vois, si je tourne et que je regarde en haut à droite, eh bien j'ai ce fameux slide PowerPoint pour m'afficher des informations de travail. Donc cet outil, on peut le voir comme un head-up display, donc c'est un affichage tête haute, et c'est n'importe quel appareil externe qui le contrôle, que ce soit un ordinateur, un téléphone, ou dans un contexte industriel, on a aussi développé ce petit keypad. Donc c'est un clavier qu'on peut poser un peu partout, mettre sur le bras de l'opérateur, qui est l'interface homme-machine et qui permet cette interaction multimodale avec le monde du numérique. Donc maintenant, je vais expliquer un peu les cas d'usage qu'on a fait avec cette techno. Donc ici, c'était pour Safran Aerobooster. Donc ils avaient initialement des opérateurs pour faire les contrôles qualité des moteurs d'avion. Donc première chose, c'est des contrôles qui sont réalisés par papier. Donc sachant qu'ils ont des gants, qui travaillent dans un environnement sale avec de l'huile, qui sont sur des passerelles, parfois sur des échelles. Mais c'est compliqué de pouvoir suivre des instructions papier et d'aller retranscrire les informations qu'on a réalisées. La deuxième problématique, c'était que des moteurs, déjà c'est très compliqué, mais alors quand il y en a plus de 100 différents, comment se tenir à jour, comment connaître toutes les opérations, on est obligé de lire vraiment chaque ligne du papier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a digitalisé ces procédures. Donc à partir d'un fichier aussi simple qu'un fichier Excel, où chaque ligne est une instruction, donc vérifiez le niveau d'huile du moteur, et s'il en manque, mettez l'huile un tel. Eh bien, on a fait ça pour toutes les procédures, pour tout le contrôle, et on les affiche dans le champ de vision. Et comme ça, en fait, c'est un copion. Je peux voir, ah oui, ok, je dois vérifier le niveau d'huile avec cette huile-là. Et alors, en travaillant, je peux rentrer les données, interagir avec le système, et à la fin, on connaît toutes mes données, toutes les données que j'ai entrées, on peut générer des contrôles, des rapports de contrôle qualité, ou alors traiter les données. L'idée là-bas, c'est de digitaliser les données à la source, les données que l'opérateur a créées. Donc ça, c'est vraiment le cas d'un assistant de procédure, mais des cas d'usage, il y en a plein. Dès qu'on a besoin des mains libres et qu'on a besoin de mobilité, avoir la lunette connectée, c'est un plus. Là, c'est un autre cas, c'est pour réaliser des inventaires. Donc c'est un client au Sartillement qui
réalisait encore son inventaire par papier. Et ils étaient 3 pour le faire. Il y en avait un pour compter, un pour noter et un troisième pour vérifier. Alors ici, notre système, comment est-ce qu'il joue? On a la lunette connectée et le keypad, j'ai les mains libres, donc je peux compter et encoder en même temps. Et puis comme on passe du papier au digital, on va pouvoir mettre des barrières pour contrer les taux d'erreur. Donc là, typiquement, on sait quel est le quota attendu pour les articles, etc. Et donc si on entre une mauvaise quantité, on dit « Ah bah tiens, moi j'en attends 8, vérifie que tu as bien compté ». Et donc l'idée, donc ça c'est encore un cas d'inventaire, mais il y en a plein de cas d'usage comme ça. On travaille aussi pour la Citadelle où c'est plus ou moins le même cas d'usage, mais là il y a une problématique de taux d'erreur qui fait qu'ils sont obligés de faire une deuxième vérification. Là encore une fois, grâce au digital, on va pouvoir mettre des barrières en fait aux différents taux d'erreur. Donc ça c'est vraiment des cas d'usage assez simples et qui fonctionnent aujourd'hui toujours de la même manière. Donc on a un fichier qui contient les données, donc type vraiment Excel, donc tout le monde peut l'utiliser, facilement créer en fait ces bases de données. On a un configurateur d'écran qui permet de dire voilà, moi j'aimerais bien que ce soit affiché comme ceci. Donc c'est très pratique. Par exemple, quand on fait du picking, quand on va passer du papier au digital, on peut facilement recopier le layout d'une étiquette auquel les opérateurs sont habitués. Et alors après, la troisième étape, c'est de travailler. Donc ici, j'ai mis le système lunettes plus keypad, mais ça peut être lunettes plus téléphone, lunettes plus ordinateur. Il y a vraiment plein de cas d'usage qui peuvent se présenter. Donc ces cas d'usage, ici j'ai mis une photo de différentes choses qu'on a fait. Alors Getway en tant que startup, on est aussi dans cette phase de product market fit. Donc la technologie qu'on a ici créée, l'idée était vraiment de simplifier, la rendre accessible et confortable pour vraiment ouvrir de nouveaux segments marché. Donc comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui? On a à la fois nos premières solutions qu'on va standardiser, que ce soit des assistants de procédure, des inventaires, etc. Mais on est aussi ouvert à travailler avec des partenaires qui s'approprient la technologie pour vraiment mieux servir leurs clients. Et donc ici, c'est mon message. L'équipe, maintenant, on a un petit peu grandi. Alors, on est issu, le projet date de l'université. On était issu du Venture Lab, donc un incubateur étudiant qui est situé juste un peu plus haut. Donc c'est un honneur de pouvoir maintenant participer à des présentations comme le Café Numérique et voilà, être sorti de l'incubateur. Et donc derrière cette équipe, on est plusieurs. On est l'équipe grandit. On s'est installé au B3. Pour ceux qui connaissent le bâtiment, on y est très bien. Et voilà. Donc aujourd'hui, on cherche à faire des partenariats avec des entreprises, à développer des nouveaux cas d'usage et à vraiment tirer le meilleur profit de cette technologie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Bonsoir. Oui. Bonsoir. En fait, l'heure des questions, c'est déjà maintenant, mais ça va être pour vous. Et la première question en fait, que j'ai à vous poser, c'est est-ce que c'est compliqué d'aller sur la Lune? Alors, je ne suis pas coach en développement personnel, donc je suis ingénieur, je suis Guillaume. Et donc, quand je te pose la question, c'est vraiment au sens littéral. Est-ce que c'est compliqué d'aller sur la Lune? Oui. Pourquoi? Parce que c'est loin, ok. Bruxelles, c'est loin aussi, ça dépend, oui. Ça coûte cher, plein de contraintes. Si c'était facile, on irait plus souvent. On a été. Pas si souvent. Voilà. En fait, moi, la réponse ce que je voudrais apporter à ça, c'est finalement, il faut une certaine puissance de calcul. C'est ça qui est difficile. Calculer plein de trucs pour aller sur la Lune. Il y a la gravité, il y a toute la loi de la physique, etc. Et puis à un moment donné, quand on construit une fusée, Apollo 11, etc., il y a quand même de la résistance des matériaux, la calcul, je sais pas, de la portée du truc, du vent, que sais-je, enfin, plein de bazar. Et donc, il faut vraiment beaucoup calculer. Est-ce que vous pensez que dans votre poche ou dans votre sac à main aujourd'hui, vous avez plus de puissance de calcul que la NASA le 21 juillet 69? Oui, c'est unanime apparemment. Et donc ma question, c'est pourquoi vous n'allez pas sur la Lune si vous avez de quoi calculer suffisamment? Les pépettes, oui, ok. Il faut quand même une formation. Oui, voilà. Mais en fait,
c'est un peu pour illustrer, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu pour illustrer que finalement, le fait d'avoir de la technologie, c'est pas tout. Et on l'a dit avant, et c'est vraiment l'essence de l'industrie 5.0, c'est que finalement, au-delà de ça, il faut un projet. Il faut mettre des femmes et des hommes ensemble, qui communiquent, qui travaillent, qui collaborent. Et c'est vraiment ça qui est important. Et donc, effectivement, on l'a vaguement approché tout à l'heure. Hein, je vais refaire un tout petit historique. Finalement, c'est les 5 R, de 1 à 5 qu'on représente pour l'instant. Industrie 1.0. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pas d'industrie, mais l'animal, oui, voilà, nos petits bras. Et puis on se dit, ok, là, nous, le cheval, il sera quand même plus pratique que moi, il est plus fort, on va l'utiliser. Ok, pas d'industrie. Puis on a inventé la vapeur. La vapeur, c'est pratique pour quoi? Ça sert à quoi dans l'industrie? À chauffer, à faire tourner des trucs. Ouais, ça j'aime bien. Oui, faire tourner des trucs en fait. Hein. On fait de la vapeur surchauffée, donc on arrive à brûler du charbon, n'importe quoi, du bois. On fait chauffer les trucs. À un moment donné, on s'est dit, ok, on fait tourner des trucs, mais c'est bien, sauf que c'est contraignant. On a inventé l'industrie 2.0. On a fait de l'électricité. C'est très bien l'électricité parce qu'en fait, on a un truc qui tourne et en fait, on arrive à le convertir en un truc qui tourne pas, qu'on peut mettre dans un câble, on peut le refourguer un peu partout. Et puis il y a des gens qui peuvent récupérer ce truc qui tourne dans des moteurs un peu plus loin. 2.0, et puis après on a parlé d'informatique, même pas d'informatique, de plutôt gérer cette électricité, hein, finalement, l'automatisation. C'est quoi l'automatisation que vous utilisez tous les jours quand vous rentrez dans votre cuisine ou dans votre salle de bain? Clic-clac, un bouton. Oui, voilà, c'est déjà une partie un peu de l'automatisation. Et puis on a mis ça en série, on a inventé l'informatique, voilà, du truc binaire et tout le bazar. Et puis finalement, aujourd'hui, on parle de industrie 5.0, donc c'est l'industrie finalement où on dit en fait les gens, ils comptent. Et donc, j'ai piqué ce truc-là sur un site de consultance. Je suis pas hyper d'accord, même si en fait c'est quand même bien fait, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais en fait, tous les jours, moi je vais dans l'industrie et je vois des gens avec un papier et un crayon et ils sont juste à l'industrie 0. Et c'est pas grave. Et donc ce que j'aime pas dans ce dessin, c'est que on fait une séquence comme ça, un peu comme si c'était le Moyen-Âge, l'Antiquité, la Renaissance, les temps modernes. Mais en fait non, c'est pas fini. En fait, elles cohabitent toutes. Et comme l'a dit Thierry très justement au début, en fait, oui, l'homme, il a toujours été là. Et si on devait aller sur la Lune, c'était vraiment un projet industriel et humain. Donc, voilà, les travailleurs et les machines peuvent collaborer ensemble de façon synergique. Ça vous dit quoi quand vous lisez ça? C'est quoi une interface homme-machine ou travailler avec une machine? Quand est-ce que vous travaillez avec une machine? L'ordinateur, téléphone, machine à laver, plein de trucs, Nespresso. Et en fait, c'est intéressant, parce que moi je distinguerais, de nouveau, il y a 3 grandes familles, on va dire ça comme ça. La première, ce serait tout ce que Neuralink fait, hein, Elon Musk, vous voyez, les humains augmentés, on va nous greffer des trucs pour être plus puissants, plus malins, calculer plus vite, sauter plus loin, que sais-je. Ça, c'est vraiment une partie qui est un peu toujours science-fiction et qu'on entend dans les journaux. À l'opposé, on a, je vous ai dit, hein, le clic-clac de l'interrupteur, les trucs très très simples. Et en fait, au milieu, effectivement, on a l'informatique. Donc en fait, on interagit avec des écrans, smartphones, ordinateurs, etc. C'est vraiment comme ça qu'on interagit aujourd'hui le plus. Je ne sais pas les chiffres, mais à mon avis, 95% de notre temps, c'est via un écran qu'on interagit avec la machine. Ouf, il y a des gens qui ont dit ouf. Qui a dit ouf? Qui a utilisé ça? Ça faisait quoi la petite musique au départ? Il y avait une petite musique avant. Je ne sais plus, hein, c'est une vraie question. C'est pas peut-être un truc comme ça? Voilà, bref. Mais donc voilà, ici clairement, on a une interface, quelque chose qui nous permet d'interagir avec la machine.
Est-ce que c'était pratique? Quand ça fonctionnait, oui. En fait, quand on voyait ça, typiquement, moi, ça me fait vraiment, c'est lié à ce que j'appelle la définition de l'interface utilisateur. On a parlé du UI, je ne sais pas si ça vous parle comme terme, mais donc voilà, le UI, finalement, c'est tout ce qui se réfère à ce que l'utilisateur peut voir, toucher et interagir, en gros, pour faire une fonction, pour faire réaliser à une machine ce que j'ai envie qu'elle fasse, il faut que je lui demande, entre guillemets, gentiment, par l'intermédiaire de son interface. Est-ce que c'était toujours simple de faire ça? A priori, pas vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, début des années 2000, allez, entre 2000 et 2010, alors ça va être toujours dans nos boîtes aux lettres, la commune nous envoyait « Ah, il y a des cours du soir d'informatique pour les seniors ». C'est vraiment l'esprit qu'on avait, il fallait apprendre à utiliser la machine. Depuis quelques années, on a quand même changé d'approche. Je ne sais pas si vous voyez de quelle approche je veux parler. En fait, maintenant, on va beaucoup parler d'expérience utilisateur, ce qu'on appelle la UX. Donc, les développeurs connaissent ça maintenant très bien. C'est vraiment de se dire, mais en fait, les gens, ils ne veulent pas apprendre à utiliser un programme, ils veulent vraiment être immergés dedans et il faut l'utiliser de façon extrêmement simple, intuitive. Et donc, c'est aussi bien, oui, ça fait la fonction que je veux, mais ça doit être naturel, ça doit être convivial, ça doit être intuitif, ça doit pas bugger, ça doit pas avoir de délai. Voilà, c'est vraiment tout cet ensemble de choses qui fait qu'en fait, c'est agréable, facile, utile. Et en fait, l'UX, on nage dedans, sans le savoir. Donc ça, c'est vous. Et donc on nage, l'UX, c'est l'eau. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, pourquoi? C'est partout. Un exemple. Smartphone. Même sur un site web. Dans la voiture. Oui. Même dans la conception. Ben oui, en fait, c'est ça que souvent les gens ils voient bien ce que c'est l'interface utilisateur. Mais au niveau de finalement des exemples qu'on peut avoir, c'est typiquement une application mobile. Vous téléchargez une application mobile aujourd'hui pour un besoin précis, vous voulez convertir une devise ou faire un truc. Si vous ne comprenez pas après 10 secondes, ou si vous n'arrivez pas après 10 secondes à faire ce pourquoi vous l'avez téléchargé, qu'est-ce que vous faites? Au revoir et merci. Mais donc avant, ce n'était pas du tout le cas. Si vous attendez 10 secondes devant Windows 95 et que vous le jetiez après 10 secondes, Bill Gates serait jamais riche. Donc finalement, voilà, on change vraiment l'approche avec ça. Et puis deuxième chose, on pourrait signaler d'autres exemples, comme par exemple, je ne sais pas s'il y a quelques années, vous conceviez de faire un paiement bancaire ou acheter quelque chose en ligne avec vos premiers smartphones. Soyez honnête. Non, oui, premier smartphone. Donc vraiment dire, je vais acheter, il y a 10 ans, je vais acheter quelque chose en ligne, je vais faire un virement en ligne. C'est-à-dire, non, un virement en ligne, c'est pas sécurisé, c'est trop compliqué, il faut mettre beaucoup de chiffres, je vais me tromper, je préfère utiliser mon ordinateur sur lequel j'ai appris à faire quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, application bancaire, vous êtes sur Amazon, tiens, vous rentrez dans la salle de bain, j'ai plus de brosse à dents, hop. Achat en un clic, magique. Et alors, le troisième exemple que je pourrais sortir, c'est finalement, est-ce que monter une vidéo, c'est quelque chose de compliqué? Faire un film, aujourd'hui, on fait un film, est-ce que c'est compliqué? Si vous dites oui, il va être fâché, forcément. Mais en fait, de nouveau, oui, c'est un métier, c'est compliqué. Il y a quelques dixièmes de pourcents peut-être des gens, c'est des professionnels. Et donc oui, on imagine la personne avec plein d'écrans, avec des grosses consoles. Voilà, c'est un gros boulot. Et c'est vrai que c'est un gros boulot. Mais aujourd'hui, avec un smartphone, des adolescents qui ont TikTok, qui n'ont jamais lu un manuel de quoi que ce soit de leur vie, font des films en très bonne qualité, avec du son, de l'image, des effets spéciaux.
Et c'est quand même plus ou moins bien fait. Alors effectivement, ce ne sera jamais du niveau, c'est pas Steven Spielberg, ok, mais on y arrive. Et de nouveau, je crois qu'il y a même 2, 3, 4 ans, on n'aurait jamais cru que c'était possible. Tout ça pour dire avec ces exemples, finalement, comment est-ce qu'on est arrivé à ça? C'est quoi la clé pour arriver à tout d'un coup faire des trucs qui paraissaient compliqués, y arriver quand même et les faire? Là. Centré sur l'humain, les besoins, rendre les choses plus accessibles en faisant quoi? Plus compréhensible, intuitive, facile à prendre en main, UX. En fait, effectivement, je crois qu'on peut résumer tout ça en dire, en fait, on a dû simplifier. Simplifier, simplifier, simplifier. Ceux qui ont connu d'ailleurs, c'est un exemple qui me vient, mais typiquement les traitements de texte. On a vu arriver un traitement de texte WordPad, c'était hyper light. Puis on a vu arriver les 2003, les 2007, les 2013, les machins bidules, et on a vu de plus en plus de fonctions et de menus et de trucs. On dit, ah super, on a plein de fonctions. Maintenant, vous ouvrez Word, ils ont même caché le ruban, il n'y a plus que 2-3 petites icônes, ça devient très léger. Donc vraiment, on a complètement changé l'approche. Alors, petit exemple que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce qui a révolutionné, enfin voilà, ça à mon avis, révolutionné l'UX début des années 2000? Il y a une société qui a eu une UX, à mon avis, tout à fait formidable et que vous connaissez toutes. Google. Qui a utilisé Yahoo avant? On remonte déjà. Mais Yahoo, ça ressemblait à quoi? Plein d'images, plein de trucs, un annuaire, voilà. Et puis Google arrive, 2002, boum. Ultra simple. Donc effectivement, il y avait un algorithme derrière, c'est super bien fait aussi. Mais l'expérience utilisateur de trucs était juste dingue. Et d'ailleurs, il y avait juste 2 boutons. Est-ce que quelqu'un sait encore à quoi il sert, le I'm feeling lucky? Jamais compris. Premier résultat de la page, en fait on cliquait là-dessus pour se dire ok, on n'a même pas la liste, on arrive directement entre guillemets sur le bon site web. On ne peut pas faire plus simple. Si? Bah si. Ça c'était hier. Une société, la 4e plus grosse valorisation du monde, 1500 milliards de dollars. Ouais, ça va, ça claque. Et vous voyez que, à mon avis, vous êtes je dis vous, mais on est drogué à l'UX. Qui a déjà posé une question à Google? Ouais, quasi tout le monde en fait, moi aussi. Hein. Mais Google n'est pas fait pour ça en fait. Hein. Google, c'est un truc qui indexe des pages avec des mots, qui les classe, etc. Et donc en fait, le truc n'est pas fait pour recevoir des questions. Mais on est devenu tellement... Ça nous paraît tellement intuitif de poser une question. Et alors Google, en plus, il y répond, parce qu'il y a toujours bien un forum, il y a un mec qui a posé une question en 2007, et du coup, Google, il va trouver la question, et vous allez retrouver sur un forum à la con de... voilà. Et en fait, voilà, mais Google n'est même pas fait pour ça. Donc on voit qu'on est vraiment, nous, humains, à la recherche finalement d'interaction avec l'ordi en tant qu'humain aussi d'une certaine façon et sans se casser les pieds à avoir des trucs compliqués. Et c'est pour ça que y a un truc qui cartonne, dont on parle tout le temps, et ici aussi. ChatGPT, évidemment, ils reprennent exactement ça. Et là, c'est aussi carrément magique. Alors effectivement, l'algorithme est top, mais d'abord l'interface. Il n'y a pas plus simple. ChatGPT, c'est comme parler à un mec au bar. C'est hyper cool. On n'est pas obligé d'être poli, on n'est pas obligé d'utiliser la bonne grammaire, on peut utiliser plusieurs langues en même temps, il s'en fout et il va vous répondre poliment. L'interface utilisateur, elle est juste dingue. Et donc l'interface, l'expérience utilisateur est vraiment très très élevée. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça aujourd'hui avec la partie finalement interface utilisateur, etc. Je résume. Par rapport à l'industrie 5.0,
on a dit l'industrie 5.0, c'est finalement la machine et l'humain qui doivent collaborer. Comment est-ce que la machine et l'humain collaborent? La majorité du temps, c'est à travers un écran. L'écran, pour qu'il collabore bien, pour qu'il soit sympathique pour l'humain, il faut mettre une UI et surtout une UX, une User Experience. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'industrie en 2023, on utilise ça. Alors ça, SAP, il y en a qui connaissent. Il n'y a pas de consultant SAP ici dans la salle. Enfin, il y en aurait, on pourrait discuter. Mais en soi, voilà où on en est dans l'industrie 5.0 d'aujourd'hui. Et ça, honnêtement, c'est pas un programme, c'est la dernière version, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors vous voyez que c'est un truc, c'est effectivement une machine de guerre. Alors c'est super bien parce qu'il y a plein de fonctionnalités, mais en fait, l'industrie, elle est vraiment là aujourd'hui. Il y a certainement plein de raisons, on pourra en rediscuter, on pourra boire un verre. Mais moi, mon message aujourd'hui, c'était de se dire, voilà, si vous n'êtes pas de l'industrie, venez, parce qu'en fait, on a vraiment besoin de gens qui doivent avoir une autre lecture du truc, qui doivent simplifier les choses et vraiment sortir de, on va créer des fonctions et on va arriver à ce genre de truc. Voilà, merci de votre écoute.